Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo qu'au départ j'ai voulu faire pour ma sœur et mon amie Valérie qui avait beaucoup d'interrogations sur les mécanismes de la vaccination, les dangers qui y sont associés, etc. Et puis étant donné que je faisais cette vidéo donc pour des gens qui me sont proches, je me suis dit aussi qu'elle pouvait être regardée par des gens qui ne me connaissent pas. Sachant que beaucoup de gens sur Internet s'imposent aujourd'hui comme grands spécialistes des virus, grands spécialistes de la vaccination, de l'ARN et de ses dangers, je vous mets la liste de mes diplômes. Alors, c'est pas pour faire le panégyrique des diplômes que j'ai obtenus à la fac, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y en ait énormément, mais en tout cas, ça vous permet de voir que je suis un petit peu fondée à pouvoir en parler, et en tout cas que ce que je vous dis, j'ai compris le contenu de ce que j'avance. Donc comme il y a beaucoup d'interrogations, en particulier sur ce qu'est un virus, comment il infecte et quels sont les dangers du vaccin ARN messager, puisque c'est celui qu'on utilise en France, je vais commencer par vous parler des virus. Donc un virus, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une petite entité, extrêmement petite puisqu'elle est beaucoup plus petite qu'un microbe, et c'est une entité qui n'est pas considérée comme vivante. Au sens propre du terme, puisque on considère qu'un être vivant est un être qui naît, qui vit, se reproduit, se nourrit et meurt. Or, un virus ne se nourrit pas, il ne se reproduit pas par lui-même, il est un parasite obligatoire, j'expliquerai ce que ça veut dire. En tout cas, les virus, quels qu'ils soient, ils ont tous à peu près la même organisation, c'est-à-dire qu'ils ont une enveloppe qu'on appelle la capside. Cette enveloppe, elle est constituée de protéines, et dans cette enveloppe vont s'insérer d'autres protéines qui vont faire des picots autour des protubérances autour de la capside. Dans la capside, on va trouver le matériel génétique du virus. Si on regarde la structure du coronavirus, donc le SARS-CoV-2 responsable de la Covid-19, on va retrouver dans la capside des protéines dites spike, qu'elles forment des picots, d'autres protéines de membrane, le génome à l'intérieur de la capside. Dans le cas du virus de la Covid-19, le génome c'est de l'ARN, mais les virus peuvent être aussi des virus à ADN. On verra un peu plus loin ce qu'on entend par ADN ou ce qu'on entend par ARN. Donc un virus, ça n'est pas un être vivant. C'est un parasite obligatoire, c'est-à-dire qu'il va toujours se développer aux dépens d'un organisme. Et quel que soit le type de virus, le mécanisme, à la base, il est le même. C'est-à-dire qu'un virus va se fixer sur une protéine qui se trouve dans la membrane d'une cellule, qui sera sa cellule cible. Lorsqu'il est fixé sur cette protéine on l'appelle un récepteur, il va pouvoir rentrer à l'intérieur du cytoplasme de la cellule. Et lorsqu'il est rentré dans le cytoplasme de la cellule, il va détourner la machinerie cellulaire, tous les outils de la cellule qu'on appelle des enzymes, il va les détourner pour se faire fabriquer. Et ainsi, la cellule, au lieu de faire son petit travail de cellule, eh bien, elle va devenir une usine à virus. Les particules virales vont donc être multipliées en très très grand nombre, à tel point qu'elles deviennent tellement nombreuses à l'intérieur de la cellule que la cellule, elle ne tient pas le choc. En général, sa membrane se déchire et tous les virus qui étaient dans la cellule, ils vont autour de la cellule et ils se retrouvent en contact avec de nouvelles cellules dans lesquelles ils vont pouvoir pénétrer et se multiplier et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle l'infection. Et cette infection, elle va se poursuivre soit jusqu'à ce qu'on soit guéri, soit jusqu'à ce malheureusement qu'on en soit mort. Alors comment est-ce que la cellule fabrique les nouveaux virus? Eh bien en fait, comprendre ce mécanisme va nous permettre de comprendre comment fonctionne le vaccin. Donc je vais vous l'expliquer en détail. Donc dans le noyau des cellules humaines, il y a 46 chromosomes. Ces 46 chromosomes sont formés d'ADN. L'ADN, c'est donc une très grosse molécule qui va être découpée en autant de morceaux qu'il y a de chromosomes, donc chez l'homme en 46 morceaux, qui sont plus ou moins grands. Si on regarde la structure d'une molécule d'ADN, elle est constituée d'éléments de base qu'on appelle des nucléotides. Et ces nucléotides, il y en a seulement 4 différents.
Et donc avec seulement 4 éléments différents, la cellule peut fabriquer une molécule d'ADN qui est très longue. C'est un petit peu comme si on avait 4 Legos de 4 couleurs différentes et qu'on arrivait à faire des structures extrêmement grandes, mais juste avec 4 Legos différents. Alors la molécule d'ADN, on connaît bien sa forme, hein, c'est une double hélice. En fait, on dirait une échelle enroulée sur elle-même. Quand on met cette échelle à plat, on va pouvoir bien voir comment sont disposés les nucléotides. Donc un nucléotide, c'est cette petite unité-là. On nous dit que c'est formé d'une base, d'un sucre et d'un phosphate, à la limite on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est de voir que dans notre échelle, un montant de l'échelle est formé par des nucléotides attachés les uns aux autres, l'autre montant de l'échelle est formé de nucléotides attachés les uns aux autres, et entre les deux montants, eh bien, les nucléotides se lient aussi les uns aux autres, et ça va former les barreaux de l'échelle, relier les barreaux de l'échelle entre eux, et on a formé notre molécule d'ADN. Cette molécule d'ADN, donc ensuite, elle n'est jamais à plat comme ça, en fait, elle est toujours enroulée, super enroulée, et à force d'être enroulée et emberlificotée, ça donne les chromosomes. Donc aujourd'hui, on sait tous que l'ADN contient l'information génétique sous forme de gènes. Mais des fois, la notion de gène, elle n'est pas tellement claire. En fait, un gène, c'est une petite portion de l'ADN. Je vous ai dit que l'ADN, c'était une très grande molécule. En réalité, si on prend les 46 morceaux qui forment les 46 chromosomes et qu'on les met bout à bout, eh bien, on obtient une molécule qui fait 2 mètres. En vrai, 2 mètres. Mais comme elle est très fine et tout entortillonnée, en fait, ça donne des structures qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et à l'intérieur de ces 2 mètres, en fait, les gènes ils vont représenter des longueurs qui sont extrêmement faibles. Ce n'est pas du millimètre, c'est du millième ou du millionième de millimètre. Et cette petite portion d'ADN, qui est le gène, eh bien, elle contient une information qui va permettre de fabriquer une protéine. On dit donc qu'un gène code pour une protéine. Si on situe tout ça dans une cellule humaine, l'ADN est dans les chromosomes qui sont dans le noyau. Les protéines sont fabriquées dans le cytoplasme. Mais l'ADN, c'est une grosse molécule. Et donc, en fait, il est coincé dans le noyau. Il ne peut pas en sortir. Et là, on est face à un problème, puisque d'un côté, on a l'information qui permet de fabriquer les protéines qui est dans le noyau, et de l'autre côté, on a l'usine qui permet de fabriquer les protéines qui est dans le cytoplasme. Il faut donc faire sortir cette information. Pour ça, il existe un système qui va transporter donc l'information du noyau vers le cytoplasme, et c'est ça l'ARN messager. Donc en clair, dans le noyau, on a de l'ADN. Cet ADN, par des petites machines qu'on appelle des enzymes, et ces enzymes, on leur donne même un nom, ce sont des polymérases. Ces polymérases, elles vont transformer l'ADN en une molécule qui est plus courte, puisqu'il s'agit simplement de faire une copie, non pas de l'ADN en entier, mais de la portion de l'ADN qui correspond au gène. Donc elle est plus courte et elle est plus fine, parce qu'au lieu d'avoir 2 éléments, 2 brins pour former l'ADN, eh bien il n'y a qu'un seul brin pour former l'ARN. Donc l'ARN messager, c'est une petite molécule, et une petite molécule fine. Et donc pour elle, à ce moment-là, c'est très facile de traverser la membrane du noyau. Et donc l'ARN peut passer dans le cytoplasme. Et une fois qu'il est passé dans le cytoplasme, il va être pris en charge par d'autres enzymes, d'autres petites machines qu'on appelle les ribosomes et qui vont transformer l'information contenue dans l'ARN en protéines. Donc en français, on appelle ça la traduction de l'ARN en protéines. Et donc une fois qu'on a compris ça, en fait on comprend assez bien comment fonctionne le coronavirus. Donc il s'est fixé sur les récepteurs de la cellule, il est rentré dans la cellule, il a donc fait rentrer dans le cytoplasme de la cellule ce qu'il contient, c'est-à-dire essentiellement de l'ARN. Cet ARN, il va être pris en charge, comme l'ARN de la cellule, par les enzymes qui sont les ribosomes. Et les ribosomes vont fabriquer
toutes les protéines du virus, y compris une protéine particulière que l'on ne possède pas, nous, dans nos cellules humaines, qui est une enzyme qui va permettre de multiplier l'ARN. Et donc, pour notre virus, tout va bien. Il a obtenu que la cellule lui fabrique plein de copies de l'ARN, il a obtenu que la cellule lui fabrique toutes ses protéines, il ne reste plus qu'à assembler tout ça, c'est la cellule qui le fait aussi, et il y a dans la cellule apparition de tout un tas de nouveaux virus qui vont sortir donc de la cellule, le plus souvent, donc, comme je l'ai dit, en la détruisant, et qui vont aller infecter d'autres cellules. Alors là, heureusement, l'organisme n'est pas sans défense, puisqu'on a un système immunitaire qui nous protège de ce type d'agression. Alors, pourquoi est-ce que le système immunitaire peut nous protéger? Eh bien parce que la cellule, lorsqu'elle a fabriqué les protéines du virus, elle ne les a pas toutes utilisées pour fabriquer de nouveaux virus. Elle en a, on pourrait dire, gardé certaines qu'elle a mis dans sa membrane. Et ces protéines du virus, elles dépassent de la membrane de la cellule. Autrement dit, elles sont visibles de l'extérieur. Et parce qu'elles sont visibles de l'extérieur, eh bien, elles vont pouvoir être vues par des cellules du système immunitaire. Ces cellules du système immunitaire qu'on appelle les globules blancs. Et tout particulièrement des globules blancs qu'on appelle des lymphocytes T. Alors là, juste une petite remarque, mon explication va être beaucoup plus simple que ce qui se passe dans la réalité. Donc je demanderai aux personnes qui sont un peu plus calées en immunité, en immunologie que la moyenne, de bien vouloir me pardonner. Mais là, le but, c'était pas d'expliquer tous les détails, c'était plutôt de permettre de comprendre comment ça fonctionne. Donc revenons à notre lymphocyte T. Il s'est rendu compte qu'il y avait une cellule qui contenait plein de virus. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il se multiplie et il devient un très très grand nombre du même lymphocyte de départ. Et une fois qu'il s'est multiplié, tous ces lymphocytes passent à l'attaque et ils vont aller détruire la cellule infectée par un virus. Comme la cellule est détruite, on va retrouver dans l'organisme des débris de cellules, des débris de virus, peut-être des morceaux de virus entiers, etc. En tout cas, heureusement, là encore, il existe des cellules du système immunitaire qu'on appelle les cellules phagocytaires qui vont faire le ménage de tout ça. Elles mangent tous les débris. On appelle ça la phagocytose et donc elles font disparaître le virus. À côté de ça, il y a, à la fin de ça, comme les lymphocytes T ne servent plus à rien, puisque le virus a été détruit, la plupart des lymphocytes T vont être détruits. Ils vont disparaître, mais quelques-uns vont rester. Ces quelques-uns vont rester pour garder en mémoire le virus. Et c'est ce qu'on appelle des lymphocytes T mémoire. En parallèle de cette défense, il existe un deuxième type de défense qui fait aussi appel à des globules blancs lymphocytes, mais des lymphocytes différents qu'on appelle des lymphocytes B. Eux aussi reconnaissent le virus. Lorsqu'ils ont reconnu le virus, ils vont se multiplier, mais là, ils n'attaquent pas les cellules, ils produisent des anticorps. Et ces anticorps vont aider à détruire directement le virus. Lorsque le virus est détruit, les lymphocytes B disparaissent, sauf quelques-uns, qui vont rester et devenir des lymphocytes B mémoire. Ainsi, à la suite d'une infection, on va retrouver donc dans l'organisme deux types de cellules mémoire, des lymphocytes T mémoire et des lymphocytes B mémoire. Et grâce à ces lymphocytes mémoire, eh bien, la prochaine fois que l'organisme va rencontrer le virus, c'est-à-dire sera contaminé, eh bien, ces lymphocytes vont immédiatement se mettre en œuvre, immédiatement se multiplier, immédiatement produire des anticorps, immédiatement attaquer les cellules. Et en fait, le virus est tellement attaqué vite qu'il n'a pas le temps de se multiplier et on n'a pas le temps d'être malade. Aucun symptôme n'apparaît, on est guéri avant même d'avoir été malade. C'est ça qu'on appelle l'immunisation. Et c'est là-dessus que repose le principe de la vaccination. Parce qu'en fait, la vaccination, c'est quoi? Eh bien, c'est mettre en contact le virus avec les lymphocytes. Et ça, sans déclencher la maladie. Actuellement, il existe plusieurs types de vaccins.
Les plus efficaces sont les vaccins qu'on appelle les vaccins vivants atténués. C'est-à-dire qu'on va diminuer la virulence de l'agent infectieux. La virulence, c'est la capacité à rendre malade. Donc on va, par différents moyens, diminuer cette virulence. Et donc ensuite, on injecte l'agent pathogène diminué dans l'organisme. Il va donc être reconnu par le système immunitaire. Il va induire une protection immunitaire très efficace puisque c'est quasiment à l'identique de ce qui se passe lorsque l'on a été malade. Mais ils ont quelques défauts. Premièrement, on ne peut pas faire ça avec tous les agents infectieux. Il y a des agents infectieux que l'on ne peut pas diminuer. Deuxièmement, comme ils sont basés sur des agents infectieux qui sont encore vivants, eh bien, même si c'est rare, à la suite de la vaccination, on peut déclencher la maladie. Alors, ce n'était pas le but. Et donc si on déclenche la maladie, il peut y avoir des risques que ce soit chez une personne qui soit immunodéprimée ou qui ait un traitement chimiothérapie qui diminue son système immunitaire, ou encore les femmes enceintes. Donc ce type de vaccin ne peut vraiment pas être utilisé pour tout le monde. Ensuite, on a des vaccins dits inactivés. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va tuer le virus ou tuer le microbe par des traitements chimiques ou en les chauffant. Bref, il est mort, donc il ne peut plus rendre malade. Ça, c'est cool. Par contre, il est moins efficace puisque il est moins actif. Et à ce moment-là, la protection, elle va être de plus courte durée. Et ça va demander plusieurs rappels, des rappels réguliers. C'est pour ça qu'on refait souvent les rappels de la polio ou de la coqueluche, même quand on est adulte. C'est, par exemple, pour info, le vaccin chinois repose sur ce principe de vaccin inactivé. Ensuite, on a des vaccins sous-unitaires. Alors, les vaccins sous-unitaires, on ne va garder de l'agent pathogène, de l'agent infectieux, que certains morceaux qu'on appelle des antigènes et qui sont reconnus par le système immunitaire et capables de déclencher une réponse immunitaire. Alors ces vaccins sont intéressants parce qu'ils ne peuvent pas rendre malade et ils sont efficaces. Par contre, ils ont un coût. En général, ils coûtent plus cher parce que c'est pas facile de purifier, d'arriver à extirper de l'agent infectieux seulement les parties qui nous intéressent, les antigènes qui nous intéressent. Les agents infectieux sont souvent altérés par le processus. Donc, ils ne sont pas si bien reconnus que ça, parfois par certaines personnes. Et pour être mieux reconnus, eh bien, on va utiliser des adjuvants. Donc, les vaccins en eux-mêmes sont efficaces parce qu'on met des adjuvants. Mais si on ne mettait pas les adjuvants, les vaccins seraient plus efficaces. Il faudrait faire de nombreux rappels. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont un peu inquiets des adjuvants parce qu'on sait qu'ils peuvent déclencher des réactions allergiques qui peuvent être graves. Donc, c'est des vaccins qui, parfois, soulèvent un petit peu la méfiance. Après, il existe des vaccins à ADN dont je ne vais pas parler parce que la plupart sont encore tout à fait expérimentaux. À savoir, par exemple, que le vaccin AstraZeneca était un vaccin qui était basé sur l'ADN. Et puis, pour finir, les vaccins ARN, dont je vais davantage parler puisque c'est celui qu'on utilise pour vacciner en France les populations. Alors, comment fonctionne un vaccin ARN? En fait, vous le savez déjà, puisque un vaccin ARN fonctionne exactement comme fonctionne le virus. C'est-à-dire qu'il consiste à apporter dans le cytoplasme des cellules de l'ARN du virus, qui sera ensuite reconnu et pris en charge par les enzymes qu'on appelle les ribosomes. Ces enzymes qu'on appelle des ribosomes vont fabriquer les protéines du virus qui vont s'intégrer dans la membrane de la cellule et ces protéines du virus vont être reconnues par les cellules du système immunitaire et on va avoir création de la mémoire immunitaire. Ce qui est différent, c'est bien sûr comment est-ce qu'on amène les ARN du virus dans les cellules. Dans l'infection, c'est le virus lui-même qui se fixe sur un récepteur, donc qui rentre ensuite dans la cellule et qui par là même amène son ARN. Dans le cas du vaccin, ce qu'on fait, c'est qu'on va fabriquer des grandes quantités de l'ARN du virus.
Alors pour faire ça, bien évidemment, il ne s'agit pas de cultiver des grandes quantités de virus et de récupérer leur ARN. En fait, là aussi, vous connaissez le procédé parce que je pense que vous avez tous au moins fait un test PCR depuis 1 an et demi qu'on est dans la pandémie. Et la PCR, c'est quoi? Eh bien, c'est une machine qui permet de faire à l'infini des copies d'un petit morceau d'ADN ou d'un petit morceau d'ARN. Donc voilà, on utilise la PCR, on fabrique des quantités d'ARN du virus. Ensuite, on met ces ARN du virus dans des petites bulles de lipides, qui sont des molécules de graisse. On met tout ça dans un liquide, dans une seringue, et on plante la seringue dans le bras, et on injecte les 2 millilitres de liquide contenant les nanobulles, contenant les ARN messagers du virus, dans le muscle. Alors quand on fait ça, globalement, il ne faut pas croire qu'on va injecter directement dans le cytoplasme des cellules, parce que quand même, quand on injecte en poussant sur le piston 2 ml de liquide, ça paraît pas grand-chose, mais à la taille d'une cellule, ça fait tellement de pression que ça fait éclater les cellules dans lesquelles on a piqué, et en fait, le liquide du vaccin se retrouve autour des cellules. Mais grâce à la petite bulle de gras, cette petite bulle de gras, en fait, comme elle a la même structure que la membrane qui entoure les cellules, et bien très facilement, ces molécules de gras vont fusionner avec la membrane des cellules et l'ARN messager qu'on avait mis dans les petites nanobules vont se retrouver dans le cytoplasme des cellules. Et voilà, on a créé une réaction immunitaire et une mémoire immunitaire. Bon alors, comme j'adore l'histoire, je vais vous faire une petite parenthèse historique. Parce que la vaccination, c'est pas du tout un truc qui date du XXe siècle, ni même du XIXe, ni même du XVIIIe. Elle est utilisée sous une forme, elle a été utilisée, sous une forme assez primitive depuis au moins le Moyen Âge, et même des écrits chinois semblent dire que ça fait plus de 2000 ans qu'on utilisait ce système, en tout cas pour lutter contre une maladie qu'on appelle la variole. Alors cette maladie, la variole, les plus jeunes d'entre vous n'en ont jamais entendu parler, sauf à l'école, ne l'ont jamais vue parce qu'elle a disparu. Mais avant qu'elle disparaisse, voilà ce qu'elle faisait aux gens. Ça ressemble à la varicelle en 1000 fois pire, c'est-à-dire que le virus se développe dans la peau et forme des pustules dans lesquelles donc il se multiplie. Ce virus était capable de passer dans le système sanguin, dans le système nerveux. Lorsqu'on ne mourait pas de la maladie, 2 à 3 personnes sur 10 mouraient de la maladie directe. Mais quand on ne mourait pas de la maladie, c'était rare qu'on en guérisse indemne, parce qu'on pouvait avoir des atteintes oculaires, c'est-à-dire on devenait aveugle, des atteintes du système nerveux, donc paralysé, ou le cerveau en bouillie. Et quand vous regardez la taille des pustules, vous imaginez bien que cette pauvre femme, si elle a guéri, elle était quand même défigurée par les cicatrices. Ce qui fait que, comme cette maladie tuait beaucoup de gens, ça fait très longtemps que les gens essayaient de s'en protéger. Et pour s'en protéger, leur système, c'était d'aller gratter la pustule d'une personne malade, de récupérer du virus. Alors, ils essayaient quand même de choisir des personnes pas trop malades pour que le virus soit le moins virulent, le moins méchant possible. Et ensuite, ils allaient gratter donc le pus contenant le virus dans la peau d'une personne saine, de façon à la contaminer. On dit qu'on inocule le virus. Alors cette personne saine, bien évidemment, elle tombait malade, puisqu'on lui avait inoculé le virus. Mais comme on avait inoculé peu de virus, on espérait que cette personne allait être peu malade. Et si elle était peu malade, donc si elle survivait à la maladie, si elle ne déclenchait pas elle-même une épidémie auprès des gens qui étaient autour d'elle, une fois guérie, cette personne était immunisée à vie contre la variole. Donc cette technique, elle a été utilisée contre la variole jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, parce que le premier inventeur de la vaccination, la vraie vaccination, c'est Jenner, un Anglais, en 1796. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé un système un petit peu différent. Donc, chez l'homme, il y a une maladie qu'on appelle la variole, et chez la vache, il y a une maladie qui fait le même genre de pustule qu'on appelle la vaccine. Et quand les gens sont contaminés par la vaccine, ils vont aussi avoir des pustules. Mais, vous voyez, dans ce schéma fait à l'époque, les pustules liées à la vaccine sont beaucoup plus petites, beaucoup moins méchantes que les pustules liées à la variole.
Et donc ce qu'a fait Jenner, c'est qu'il a gratté chez une femme une pustule de vaccine et il l'a inoculée à un petit garçon en lui grattant le bras avec le pus contenu dans la pustule de vaccine. 3 mois plus tard, il a inoculé la variole à ce petit garçon. Et heureusement, le résultat était positif. Il avait vraiment réussi à vacciner parce que ce petit garçon, il a survécu, il n'a pas été malade. Aujourd'hui, bien évidemment, personne ne vous injectera une maladie pour vérifier que le traitement a été efficace. Pasteur, qu'on connaît en France parce qu'il est français, il est arrivé en fait beaucoup plus tard, puisque sa première vaccination contre la rage date du 6 juillet 1885, donc un siècle plus tard quasiment. Et là encore, il a utilisé un procédé qu'il n'avait jamais testé sur les humains de façon atténuée ou pas. Il avait seulement testé sur les chiens et on lui a amené un petit garçon qui avait été mordu par un chien enragé. Et il a testé son vaccin sur le petit garçon qui s'appelait Joseph Mester. Le petit garçon a survécu et ça a été la première vaccination. À la suite de ça, Pasteur est devenu célèbre. Son procédé est devenu célèbre, il a reçu énormément de dons caritatifs d'argent. Il a fondé l'Institut Pasteur qui aujourd'hui encore à Paris travaille sur la mise au point de vaccins. Et pour la petite histoire dans l'histoire, Joseph Mester, donc ce petit garçon, une fois devenu adulte, il est devenu concierge à l'Institut Pasteur et il a travaillé à l'Institut Pasteur jusqu'à prendre sa retraite. Bon, là, je me suis fait plaisir, hein, je vous ai fait un petit cours d'histoire, mais ça ne nous dit pas si un vaccin ARN messager présente des risques. Alors, j'ai fait pas mal de recherches pour essayer de répondre à cette question et faire le tri sur tout ce qui court, circule sur Internet. Alors, la première chose que j'ai vue déjà, c'est qu'un vaccin ARN messager ne contient pas d'adjuvant. Autrement dit, on n'a déjà pas les risques d'une réaction allergique liée aux adjuvants. Après, quand même, la plus grosse crainte qui circule sur Internet, c'est est-ce que le vaccin ARN messager peut modifier notre ADN, autrement dit, est-ce qu'il pourrait nous transformer en organismes génétiquement modifiés? Alors, jusqu'à il y a un mois à peu près, j'aurais dit un non catégorique. Parce que revenons au mécanisme du passage, de la transformation de l'ADN en ARN ou de l'ARN en ADN. Donc, dans une cellule humaine, nous avons les enzymes, la machinerie cellulaire pour transformer de l'ADN en ARN. Mais pour transformer de l'ARN en ADN, il faut d'autres enzymes. Lorsqu'un virus est capable de faire ça, c'est le cas du VIH, le virus du sida, eh bien, en fait, il emmène avec lui ces enzymes qui sont présentes dans sa capside. Ces enzymes, c'est la transcriptase inverse qui permet de fabriquer de l'ADN à partir de l'ARN et c'est l'intégrase qui permet ensuite d'aller coller le petit bout d'ADN qui vient d'être fabriqué dans l'ADN. Et donc jusqu'à il y a un mois, aucune étude n'avait jamais montré que dans les cellules humaines, il existait des enzymes capables de faire ça. Mais au mois de juin, une étude parue dans la revue Science Advance. Je vous ai mis le lien vers l'article dans la bibliographie à la fin de la vidéo. Décrit les capacités d'une enzyme qu'on appelle la polymérase θ à transformer l'ARN en ADN. Et alors, je peux vous dire, si vous êtes allé regarder Internet, que depuis, c'est l'effervescence. Et on voit apparaître tout un tas de commentaires, d'articles, comme quoi le vaccin Pfizer, donc c'est le seul qu'on utilise comme vaccin ARN, est très dangereux, qu'il va causer des atteintes à notre ADN, que, je ne sais pas, peut-être nous allons nous transformer en monstres, ou... donc là, je me suis dit, ouais, d'accord, mais c'est vrai que si... il est possible de transformer l'ARN en ADN, est-ce qu'il n'y a pas des dangers? Je me suis posé 5 minutes, je me suis dit je vais quand même prendre le temps de réfléchir. Alors la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai lu l'article jusqu'au bout. Et si les scientifiques ont bien découvert qu'une enzyme polymérase θ est capable de transformer l'ARN en ADN, ils ont aussi découvert que cette enzyme n'est présente que dans les cellules cancéreuses.
Alors là encore, je suis allée faire une recherche parce que je me suis dit, mais on injecte dans le muscle, alors est-ce qu'il existe des cancers du muscle? Parce que j'en avais jamais entendu parler. Alors oui, il existe des cancers du muscle, essentiellement chez les enfants, un petit peu chez les adolescents, mais il n'existe aucun cancer du muscle chez les adultes. Et donc, si on nous injecte le vaccin dans le muscle, il y a peu de chances qu'il soit en contact avec des cellules cancéreuses. Donc après avoir fait cette réflexion, j'ai eu une deuxième réflexion. C'est qu'il me semble que le vaccin introduit de l'ARN dans les cellules musculaires, mais le virus introduit de l'ARN dans les cellules humaines, de la même manière, puisque c'est sa façon d'infecter. Autrement dit, le virus fait exactement la même chose que le vaccin. Donc si on doit se faire du souci pour la possibilité, la probabilité que l'ARN messager contenu dans un vaccin ARN messager modifie notre ADN, eh bien le risque pour moi il est exactement le même lorsque l'on est infecté par le virus, et même il m'a semblé pouvoir être plus grand, puisque si cette polymérase qui peut transformer l'ARN en ADN existe dans les cellules cancéreuses, est-ce que le virus peut infecter des cellules cancéreuses? Eh bien oui, puisque le coronavirus s'attaque aux cellules des poumons, et il existe le cancer du poumon, et aux cellules de l'intestin, et il existe des cancers de l'intestin. Et donc là, moi, en ce qui me concerne, et c'est mon avis personnel, je me suis dit qu'il fallait qu'on arrête de se faire du souci pour peut-être pas grand-chose, et en tout cas d'arrêter de dire des bêtises, parce que je peux vous dire que j'ai lu des articles pendant plusieurs jours et qu'à aucun moment, parmi les gens qui s'alarment, je n'ai vu quelqu'un dire « mais le virus peut être aussi dangereux que le vaccin ». Or, il me semble que le virus est aussi dangereux que le vaccin. Ni plus, ou peut-être plus, mais en tout cas, pas moins. Donc, si on se fait du souci pour le vaccin, on se fait aussi du souci pour la maladie. Or, ces gens qui vous disent que le vaccin est plus dangereux, vous disent en général qu'il est plus dangereux que la maladie, qu'il vaut mieux être malade. Et là, moi, ça me paraît pas logique avec la façon dont fonctionne le virus et la façon dont cette nouvelle enzyme, donc la polymérase θ, pourrait transformer l'ARN messager en ADN. Mais là encore, ce que je vous dis n'engage que moi. Je vous laisse vous faire votre propre opinion. Il y a juste encore une inquiétude que l'on voit circuler beaucoup sur le net, c'est le nombre de morts qui seraient liés à la vaccination. Est-ce que vraiment il y a autant de morts qu'on le dit liés à la vaccination? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut attribuer tout décès survenant après une vaccination à la vaccination? Eh bien, c'est pareil, ça ne m'a pas paru très logique, parce que si vous prenez votre voiture et que vous mourrez dans un accident de voiture en sortant du centre de vaccination, je ne pense pas que quelqu'un pourra dire que c'est la vaccination qui a causé votre accident. Et donc, si vous décédez d'une maladie ou d'un problème de santé après une vaccination, soit dans les minutes qui suivent la vaccination, soit des mois après la vaccination, est-ce que ça peut automatiquement être attribué au vaccin et non pas à une cause extérieure? Je ne sais pas. Ce que j'ai lu, moi, ce sont des choses sur le fonctionnement du cerveau qui pourraient expliquer pourquoi on a tendance à croire immédiatement il y a un vaccin, il y a un décès, donc le décès est lié au vaccin. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Alors les psychologues, eux, vont parler plutôt de distorsion cognitive. Qu'est-ce que c'est qu'un biais cognitif? Eh bien, c'est que notre cerveau, il est formaté pour faire des corrélations. Il n'aime pas du tout les coïncidences. En fait, il n'aime que les corrélations. Donc, quand il y a deux phénomènes, il va chercher immédiatement à mettre en lien ces deux phénomènes. Et visiblement, d'après les psychologues, il va d'autant plus chercher à mettre en lien ces deux phénomènes que ça lui permet de répondre, d'aller dans le sens de ce qu'il croit. Franchement, moi j'ai trouvé ces articles à lire hyper intéressants. Donc si vous aimez la psychologie, je vous conseille d'aller en lire quelques-uns. Donc pour finir, je voudrais peut-être aussi vous présenter mes pensées sur la politique de vaccination qui est mise en place en France et qui dérange les gens, d'ailleurs mise en place dans le monde, et qui dérange les gens par son aspect d'essayer d'incitation et d'obligation. En fait, il faut savoir que la vaccination, elle est double.
Elle présente un aspect individuel, on va se vacciner pour sa protection personnelle. Et puis elle présente un aspect collectif. C'est-à-dire que là, on ne se vaccine pas pour soi, on se vaccine pour les autres. D'ailleurs, on nous le répète tout le temps dans les spots publicitaires, mais encore faudrait-il qu'on nous explique exactement à quoi ça répond. En fait, dans un grand groupe de personnes, si beaucoup de gens sont vaccinés, on va avoir une diminution de la possibilité pour le virus de se multiplier. C'est normal puisqu'il y a moins de gens pour qu'il puisse les infecter. Or, il ne peut se multiplier que dans une cellule vivante, donc que dans une personne. S'il y a moins de possibilités de se multiplier pour le virus, alors il y a moins de possibilités pour le virus de muter. Puisque c'est pareil, la mutation, elle ne se produit que lorsqu'un virus se multiplie. S'il ne se multiplie pas, il ne peut pas muter. S'il ne mute pas, il ne change pas. Et s'il ne change pas, il est toujours reconnu par le système immunitaire. Autrement dit, l'immunisation par la maladie ou l'immunisation par la vaccination reste efficace. De la même manière, les virus, ils ne se contentent pas de muter. En fait, ils font plus un truc qu'on appelle la recombinaison. Mais c'est pareil, ils font cette recombinaison uniquement lorsqu'ils infectent et qu'ils se multiplient dans une cellule. Et donc, s'ils ne peuvent pas se multiplier dans une cellule, ils ne vont pas pouvoir recombiner. Qu'est-ce que c'est que la recombinaison? Eh bien, c'est le fait que deux virus peuvent en même temps infecter une même cellule. À ce moment-là, vont se retrouver dans la cellule les ARN du variant 1 et du variant 2. Ces deux ARN, ils vont permettre de fabriquer des protéines qui correspondront au variant 1 et au variant 2. On est toujours dans le cas du coronavirus. C'est le même virus, simplement, il est un petit peu différent. Souvent, c'est la protéine spike qui est différente. Mais la cellule, elle ne fait pas la différence entre qu'est-ce qui appartient au virus du variant 1 et qu'est-ce qui appartient au virus du variant 2. Donc, quand elle assemble, elle fait des assemblages de tout ce qui se trouve dans le cytoplasme. Elle va donc pouvoir assembler des morceaux du variant 1 avec des morceaux du variant 2 et fabriquer un troisième variant. C'est ce qu'on appelle le variant recombiné, le virus recombiné. Et là encore, ce virus recombiné, il présente des dangers, puisqu'il est nouveau. Il peut ne plus être reconnu par le système immunitaire. Et à ce moment-là, rendre inefficace la vaccination ou inefficace l'immunisation qui a été gagnée par ceux qui sont tombés malades. Et à ce moment-là, on pourrait se retrouver, comme en mars 2020, avec une nouvelle pandémie sur les bras. Et je pense que c'est pour ça que les pouvoirs publics, ils embêtent le monde à vouloir que tout le monde se fasse vacciner. Parce que ils ont conscience de ce danger et en tout cas, ils le prennent très au sérieux. Là encore, je vous laisse choisir. Vous trouvez aussi sur Internet des gens qui se présentent comme très compétents et qui vont vous dire que tout ça, c'est du pipeau et que c'est pas en vaccinant qu'on va empêcher les recombinaisons, qu'on va empêcher les mutations, etc. Donc, moi, je vous ai donné les informations. Je vous laisse vous faire votre propre opinion. Vous pouvez choisir de vous faire vacciner ou de ne pas vous faire vacciner. C'est un choix que l'on fait en calculant les risques. En ce qui me concerne, étant donné que je suis enseignante, j'ai choisi de me vacciner, d'une part parce que j'ai 54 ans, donc je suis passée du côté des gens qui ont un risque personnel, et d'autre part parce que ça fait 1 an et demi que j'ai vu mes élèves souffrir avec l'enfermement, l'enseignement à moitié à distance, complètement à distance, mal fichu, mal compris, trop difficile de travailler chez soi, et je pense qu'ils ont payé un prix très cher, très important, et que ça faisait partie aussi de mon, de ma conscience citoyenne de contribuer à leur permettre de pouvoir retourner dans les lycées à temps plein, sans masque, pour voir le visage de leurs professeurs, pour voir le visage de leurs camarades et bénéficier d'un enseignement normal. Mais là encore, chacun fait son choix en fonction de son ressenti et de ses craintes. Pour finir, je vous donne juste ma bibliographie, c'est-à-dire tous les articles que j'ai lus, en plus des connaissances que j'avais de par mes études. Vous pouvez aller vérifier, rien de ce que je vous ai dit a été inventé. Je n'ai pas non plus caché des choses. Quand il y avait des informations, je vous les ai données en entier. Je n'ai pas essayé d'en donner la moitié en cachant celles qui ne convenaient pas à mon propos.
Voilà, et bien j'espère que cette vidéo a pu vous apporter quelques informations qui vous seront utiles. Je vous dis à bientôt, puisque comme j'ai une chaîne YouTube, enfin ça c'est surtout pour mes élèves, parce que je ne vois pas qui d'autre serait intéressé par mes vidéos que mes élèves.